je ne peux pas m'en empêcher. Il était une fois en Europe un Africain. Et il recevait souvent les lettres de l'Afrique, de son petit frère, pour qui il payait les études. Finalement, le petit frère a eu son diplôme. Et lui qui habite ici s'est dit, ouf, je vais pouvoir me reposer. Mais non, il constate que le petit frère continue à lui demander de l'argent. Et lui, il dit, si j'ai payé tes études, c'est pour qu'être en paix, moi aussi, de ce côté ici. On ne ramasse pas l'argent en Europe. Hein. Et le petit lui dit, ici c'est la guerre partout, il n'y a pas de boulot. Et le grand frère lui dit, tu as vraiment écrit des lettres de demande d'emploi partout? Eh bien, je viens là-bas t'aider moi-même. Et voilà notre ami qui habite l'Europe qui descend en Afrique. Et il dit à son petit frère, amène du papier. Et ils vont écrire 40 lettres de demande d'emploi. Ils envoient ça dans 40 entreprises différentes. Ils attendent. Première semaine, rien. Deuxième semaine, rien. Troisième semaine, le petit frère lui dit, je te l'avais dit. Ici, il n'y a pas de boulot. Mais pendant qu'ils discutent, voilà un ami qui vient et qui leur dit, hé, j'ai entendu dire qu'on engage au jardin zoologique. Et lui dit, attends, au jardin zoologique, oui. Et moi, je suis licencié en droit. Qu'est-ce que j'irai faire aux zoo? Et l'autre lui dit, je ne sais pas, mais vas-y quand même, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils ont besoin de quelqu'un dans l'administration. Bon, il écrit une lettre, et il est convoqué, interview, et il est engagé. Et il demande au patron, en quoi va consister mon travail? Et le patron lui dit, quand vous viendrez lundi, on va vous le dire. Mais sachez que vous aurez $2000 par mois. Oh, notre ami, il est content. Il va dire à sa femme, chérie, c'est fini la disette. Maintenant, nous allons vivre comme tout le monde. Nous aurons $2000 par mois. Je suis engagé au zoo. Et madame demande à son mari, en quoi va consister ton travail au zoo, toi qui es licencié en droit? Et lui, il dit, oh, mais il dira quand j'irai commencer. Et le jour où il doit commencer, il met son costume de juriste. Il se présente. Et là, le patron lui dit, c'est pas avec ces costumes-là que tu vas travailler. Il dit, mais comment ça? Il dit, va dans l'autre bureau là-bas, on va te donner une tenue de travail. Et il se présente là-bas. Qu'est-ce qu'on lui donne? Un costume taillé dans une peau d'antilope. Et les cornes de l'antilope sont sur le costume. Et il demande, c'est pour le carnaval? On dit, non, c'est pas pour le carnaval. Mais d'abord, on va voir. Et le type, il met, et on coupe. Mais on dirait une antilope. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? On lui dit, votre travail va consister en ceci. Nous, on va te mettre dans une cage. Et toi, ton travail, c'est juste sauter, gambader, tu sautes, tu gambades. Mais en même temps que tu sautes, tu fais attention aux commentaires que les gens font. Ils vont se rendre compte qu'il y a une antilope intelligente. Et ils vont raconter ça partout. Et quand ils auront raconté, les gens viendront nombreux pour voir l'antilope intelligente. Et plus nombreux ils viendront, plus il y aura l'argent dans la caisse. Et nous, avec l'argent, on va te payer. L'essentiel pour toi, c'est avoir $2000. D'accord? Le type, il dit, laissez-moi aller demander à ma femme. Qu'est-ce qu'elle va dire si on lui demande où est-ce que ton mari travaille? Et il va expliquer ça à sa femme. Madame lui dit, écoute-moi bien chérie, j'ai le choix. Un mari licencié en droit, qui n'a pas de boulot, et nous crevons de faim. Et un mari licencié en droit, qui saute aux zoo, mais qui rapporte $2000. Chérie, va sauter. Va sauter, il n'y a pas de saut métier. Le type, il dit, bon, c'est toi qui as permis, hein? Et il est rentré au boulot. Premier jour, ça n'a pas été facile. Deuxième jour, une semaine après, ça commence à aller. 2 semaines après, le type, il prend plaisir à son boulot. Et les gens commencent à parler de lui. Il a eu un tel succès qu'il y avait des cars entiers, des gens qui venaient de partout pour voir l'antilope intelligente. Alors un jour, le pauvre, il avait tellement sauté qu'il s'est fatigué. Il était tellement fatigué qu'il s'est assoupi dans un coin et il s'est endormi. Pendant qu'il dort, le soigneur vient pour nettoyer la cage. Il les trouve endormis.
Et comme il avait un grand respect pour les animaux, il s'est dit, je ne vais pas les déranger. Alors il les prend avec beaucoup de précautions, il les met dans la cage d'à côté. Je n'ai encore rien dit. Il les met dans la cage d'à côté et il nettoie sa cage, Quand il a fini, au lieu de remettre notre ami à sa place, il oublie. Il prend le seau, le balai, le voilà qui s'en va en sifflotant. Et notre ami se réveille. Il ouvre les yeux, il voit qu'il n'est pas à sa place. Il regarde à sa droite, il voit un lion qui dormait. Mon Dieu, je comprends pourquoi on m'a engagé. C'est pour me donner à manger au lion. Mon Dieu, toute cette puissance que j'ai faite à l'université. J'ai une femme, j'ai des enfants. Il commence à pleurer. Mais attention, il regarde, il voit le soigneur qui s'en va. Il a bien envie de l'appeler pour qu'il vienne le remettre à sa place. S'il l'appelle, le lion va se réveiller. Il transpire un moment. Il allait s'évanouir parce qu'il a vu que les lions ont commencé à remuer. Le lion allait se réveiller. Il tremble, il allait s'évanouir. Et là, le lion qui se réveille. Et le lion tourne la tête. Il le regarde. Il voit que le type tremble. Le lion lui dit, ne t'en fais pas mon frère, j'ai fait le même travail que toi. Et il lui dit, il n'y a plus de boulot dans ce pays. Hein. Même l'hippopotame que tu vois là, c'est un docteur en médecine. La girafe là, c'est un géographe. Voilà, je voulais un peu détendre l'atmosphère. Un jour, j'ai entendu dire qu'il y avait une réunion quelque part. Un pays, des gens des Grands Lacs faisaient une réunion quelque part, tout près de Schumann. Et je me suis levé, je dis, j'y vais. Et ma femme m'a dit, où est-ce que tu vas? J'ai dit, je vais à la réunion. J'ai dit, mais c'est pas pour ton pays. J'ai dit, mais je vais quand même. Et j'arrive tout autour, je vois la police. Pour intercepter tous les Congolais qui oseraient entrer là-dedans. Et moi j'avance, les Congolais me voient, vieux, n'y va pas, hein. C'est pas pour les Congolais. Tu vois la police d'ailleurs qui fait le tour. Je dis, ouais, mais je vais quand même y aller. Tous les gens dont on a cité les noms ici, c'est des fous. Et comme moi je suis déjà fou, je l'accepte, je dis, je vais y aller. Et je m'approche, la police arrive. Et j'avance avec assurance. Et le policier me regarde. Ah, Pichibanda, bonjour. Je dis, ouais, bien, bonjour. Et l'autre policier, Pichibanda, bonjour. Nous te connaissons. Très bien. Alors, puisque vous me connaissez, je vais entrer là-dedans. Il me dit, c'est pas pour les Congolais. Je dis, malgré ça, moi, je dois entrer. Et le policier, il est peiné. Il me respecte. Mais il y a le règlement. Il dit, attends, je vais demander aux organisateurs. Et il va demander à la dame qui était organisatrice, il y a un Congolais qui veut entrer. On lui a dit non, il a dit, lui, il peut entrer. Et la dame lui dit, comment il s'appelle? Et on lui dit, c'est Pichibanda. Et la dame a dit, alors lui, il peut entrer. Et je suis entré. Vous vous rendez compte? Et là, j'ai pris conscience que moi, je pouvais entrer. Et à partir du moment où je pouvais entrer, ça a conforté ma position selon laquelle je n'ai pas le droit de me taire. Je n'ai pas le droit de me taire. Quand nous serons victimes de la violence, il y a des gens qui vont voir et qui vont pleurer. Il y a des gens qui vont voir, qui vont fuir. Moi, je vais voir et je vais prendre la parole. Je ne voudrais pas que quelque part, quand je serai dans mon lit de malade, vers le voyage ultime, que mon rétroviseur me demande, puis tu avais vu, qu'est-ce que tu avais fait? Au moins je pourrais dire, j'avais pris la parole. Et j'ai constaté que depuis que je prends la parole, ceux d'entre vous qui eux ne peuvent pas prendre la parole, quand ils me voient, ils disent, oh, heureusement que toi tu étais là. Que toi tu avais des mots pour les dire. Nous, on ne pouvait pas parler. Ça veut donc dire que ceux d'entre nous qui ont la plume, qui ont le vocabulaire, qui ont la parole,
s'ils se taisent, leur silence devient un silence complice. Alors, je suis de ceux qui ne veulent pas citer des gens. Je suis de ceux qui ne veulent pas citer des pays. Je suis de ceux qui témoignent de ce que j'ai vu. Lorsque les événements ont commencé au Congo, dès le premier jour, je savais ce qui s'est passé. Rappelez-vous les discours de M. Paul Kagame. Ah, c'est pas nous. C'est une histoire entre Congolais. Est-ce qu'il se rendait compte qu'en disant c'est une histoire contre les Congolais, il vendait les Congolais Tutsis du Congo. Il les vouait à la haine de tous les autres. Parce qu'il a dit, c'est pas nous, c'est eux. Et à ces gens-là, je pourrais dire aujourd'hui, et vous, quand on vous a vendu là, pourquoi vous vous êtes tués? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit non, c'est pas nous? Pourquoi vous avez laissé faire? Pourquoi certains parmi vous ont même servi d'éclaireurs? Parce qu'ils avaient l'espoir que, connaissant mieux le Congo que les autres, dès que le pouvoir aurait été pris, ils seraient tous des ministres. Or, nous ne serons pas tous des ministres. Alors, une autre chose qui m'a étonné à ce moment-là, c'est la presse européenne. La presse européenne a été complice. Elle a couvert ces choses-là dès le début. Et je vous signale, moi je suis vieux, parmi les jeunes qui font la communication, si vous voulez un sujet de thèse de doctorat, analysez un peu tous les articles qui ont été faits depuis le début jusqu'à maintenant par les Européens. Il y a toujours un décalage. Nous on dit ça se passe comme ça, et ils disent non, c'est pas ça. Et quand la situation devient indéniable, vous voyez ces journalistes-là qui vont écrire, maintenant qu'il est tout de même reconnu que c'était des... Mais pourquoi vous êtes toujours en retard, vous? Vous ne pouvez jamais anticiper. Et quand ils vont se rendre compte qu'ils avaient tort, ils vont dire, mais comme les Congolais sont imprévisibles. Non, on n'est pas imprévisible. Sauf qu'à ce moment-là, il y avait une cause que vous avez voulu défendre. Et quand l'histoire vous montre que vous aviez tort, vous voulez vous donner, vous tranquilliser en disant, ce sont les Congolais qui étaient imprévisibles. On n'a pas été imprévisibles. J'ai une chaîne vidéo qui s'appelle Pichibanda TV. En sortant d'ici, vous allez regarder là-bas, vous vous abonnez, et vous verrez que sur ma chaîne vidéo, il y a des messages que j'ai adressés à Paul Kagame. C'est écrit message de Pichibanda à Paul Kagame. Et je lui parle avec respect. Je ne suis pas celui qui va insulter. Qu'est-ce que j'ai dit à Paul Kagame? Je lui dis, monsieur Paul Kagame, nous avons tous et chacun un rétroviseur. Ceux d'entre vous qui ont des permis de conduire, vous savez très bien que pour avoir la maîtrise de la route, de temps en temps, vous regardez dans le rétroviseur et vous voyez où vous allez. Un proverbe dit, si tu ne sais pas où tu vas, sache au moins d'où tu viens. Alors les rétroviseurs, c'est un peu notre conscience qui nous interroge aujourd'hui et qui pourra nous interroger un autre jour. Et quand notre conscience, même sur notre lit de malade, quand la force physique aura quitté notre corps, et là on regarde dans le passé, j'ai dit à Paul Kagame, j'aurais bien voulu qu'en regardant dans le passé, vous puissiez vous rappeler des images au cours desquelles vous auriez sémé la paix, la joie et l'amour entre les gens. À ce moment-là, ce n'est pas des images de la haine, ce n'est pas des images de puissance, ce n'est pas des images de l'argent, parce que l'argent va rester. Et ce rétroviseur, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que Paul Kagame, chacun d'entre vous, vous avez un rétroviseur. Alors, je vais terminer en vous proposant juste un exercice. Je pouvais même vous dire fermez vos yeux, mais je ne vous dis pas de fermer vos yeux, mais regardez dans votre rétroviseur. Regardons ensemble. On ne va pas voir les mêmes images. Moi, je ferme les yeux. Qu'est-ce que je vois? Je vois dans un pays des Grands Lacs une école avec des enfants en uniforme. Ils sont bien, ils ont bien mangé. On voit que c'est une école des gens d'un certain niveau. Et la classe est finie. Les élèves sont sortis. Et voilà, ils attendent leurs parents.
Alors il y a une fille de 3-4 ans qui attend aussi. Et son collègue lui dit, hé, regarde ton papa. Ça pourrait être aussi, hé, regarde ta maman. Et l'enfant regarde, il voit son papa. Et il court, il se jette dans les bras de papa et de maman. Ouais, et moi je prends je filme cette image-là. Qu'est-ce que c'est beau. Un sourire, hein? On est heureux. J'aurais tant voulu que tout le monde puisse avoir ces images-là. Malheureusement, en même temps que je vois ces images-là, les images se bousculent dans ma tête. Et qu'est-ce que je vois encore comme image? Cette image-là, personne parmi vous ne me dira pas qu'il ne l'a pas vue. Je vois sur une route des gens qui sont en train de fuir. Et je vois derrière eux des gens qui sont en train de tirer. Il y en a qui tombent, il y en a qui meurent, il y en a qui continuent. Alors l'image sur laquelle je voudrais que vous puissiez tous vous focaliser, c'est lorsqu'une dame est tombée, alors qu'elle avait un enfant de 3-4 ans. Et l'enfant a attendu que maman se relève pour qu'on continue. Et maman ne se relevait pas. Et l'enfant a tenu la main de sa maman. Il essayait de le soulever. Lève ton maman, il faut qu'on y aille. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas vu cette image-là. Moi, je l'ai. Cette image me hante. Alors que vous saviez que cette maman ne se relèvera jamais. Mais je voudrais rester optimiste, comme nous l'a dit notre ami Déo, pour espérer que un bon samaritain est passé par là et qu'il a dit à cet enfant-là, donne-moi la main, viens avec moi, je te trouverai d'autres parents. Ta maman ne se réveillera plus jamais. Excusez-moi. Excusez-moi. Je voudrais remercier tous ceux qui nagent à contre-courant, comme moi. Je voudrais vous dire que lorsque ma femme a bien préparé là, qu'elle m'a dressé une belle table, et que je regarde, je n'ai pas faim. Je pense à tout ce qu'on ne peut pas manger ces jours-là. Je pense à ceux qui marchent, qui ne savent pas où ils vont s'arrêter. Et quand je pense qu'il y a des gens qui vont rouler dans des voitures avec l'électricité, qui eux se disent la vie est belle, quand je vois ce qui se passe à Gaza, parce qu'il n'y a pas que la région des Grands Lacs, quand je vois ces décideurs dans le monde, qui vont dire nous allons soutenir tel pays parce qu'il est envahi par un tel pays. Mais ça, c'est valable pour l'Europe, ce n'est pas valable pour l'Afrique. Le Rwanda, c'est un petit pays, dit-on. Mais le petit pays là, il a de la place pour accueillir les réfugiés du monde entier. Bon, je vais rester quand même optimiste en sachant que je ne suis pas le seul. Tous les gens qui ont eu des prix, je ne les cite pas. Pourquoi je ne vous cite pas? Parce que je ne voudrais pas arrêter la liste. Je ne vous cite pas parce que les anonymes existent aussi. Ils sont même plus nombreux, parfois plus méritants que nous qui avons la parole. Alors au nom de tous ces gens-là, eh bien, en votre nom, votre présence ici signifie qu'il y a quand même quelques personnes qui aimeraient construire un monde beaucoup plus fraternel. C'est mon souhait. Je vous remercie. Je remercie les organisateurs.